On reçoit ce soir dans ce studio Hadas Jaoui Calderon. Bonsoir à vous. Vous étiez venu dans ce studio il y a plusieurs mois lorsque vos deux enfants, Sahar et Erez, étaient otages du Hamas à Gaza et vous en avez tiré un livre aujourd'hui de cette expérience évidemment ô combien tragique. Mais vous avez récupéré vos enfants vivants et c'est le plus important. Leur père est toujours otage à Gaza, Ofer Calderon. Voilà ce livre, 52 jours sans eux, que vous avez publié également en français, donc voilà la couverture, où vous racontez un petit peu ce cauchemar. Vous vous rappelez, quand vous étiez venu ici, c'était au moment où vos enfants étaient là-bas, c'était une période insoutenable pour vous. Vous repensez encore beaucoup à cette période-là, où vous avez essayé de la mettre de côté? Vous vous souvenez de moi à l'époque? J'étais une mère hystérique. Et je continue à penser que c'est un miracle qui m'est arrivé, qu'il soit rentré. C'est simplement un miracle. Mais ça n'est pas fini, tout ça. Nous sommes encore dans cet événement, comme vous le savez. Leur père est encore là-bas. Et la famille est détruite, brisée. Ce n'est que quand leur papa reviendra qu'ils pourront se remettre et reprendre leur vie. Nous n'avons pas encore d'oxygène. On est encore au 7 octobre chez nous. Bien sûr, les enfants sont encore en plein dedans. Ils essaient de comprendre, de travailler ce qui leur est arrivé, mais ça prendra encore beaucoup de temps. Mais, en effet, quand vous m'avez rencontré à l'époque, je pense que je ne sais même pas comment j'ai fonctionné. J'étais en fait sur mode automatique. J'étais en dehors de mon corps. Je ne faisais qu'agir et agir encore. Je peux vous dire, je peux embrasser mes enfants, je peux les sentir. Et chaque jour, je ne peux que dire merci, merci, merci qu'ils soient à nouveau près de moi. Et nous continuerons à nous battre pour leur papa. Alors pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin justement, parce que c'est un souvenir, j'imagine, extrêmement traumatisant pour vous, cette période, ces 52 jours sans vos enfants, vous en parliez à l'instant, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin d'écrire justement ce que vous avez vécu dans cette période-là? Écoutez, tout le temps, pendant que j'étais dans ce cauchemar, dans cette horreur, je me suis dit, je vais finir par en écrire un livre. Il faut que je l'écrive parce que ce sont des événements. C'est comme si on pense que ça n'est pas possible. J'avais l'impression que j'étais dans un film d'horreur. Au-delà de toute imagination possible. Je me suis dit, je finirai par écrire un livre. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Mais après, on s'est adressé à moi d'une édition française. Je me suis dit, bon, si l'occasion est là, je la saisis. Et j'étais persuadée que jusqu'à ce que je termine d'écrire ce livre, tout serait fini, que ce serait terminé, que leur papa offert serait rentré à la maison et qu'on pourrait respirer à nouveau. Mais c'est atroce, c'est épouvantable. On est encore en plein dedans. Le livre est là. C'est un livre qui va devoir se poursuivre. C'est pas fini. Je parle de ce qui m'est arrivé, d'abord de la communauté, du kibbutz, de ce lieu calme, de ces gens pacifiques qui étaient là, que nous étions, et le pogrom, la Shoah, l'horreur qui nous a détruits. Ensuite, mon combat et tout ce que j'ai fait, et j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. C'était comme si j'étais un autre personnage, c'était pas moi, c'était quelque chose qui est sorti de moi. Et ensuite les enfants sont rentrés. Alors après, il y a un chapitre qui raconte, pas tout parce qu'il y a encore des choses qu'on ne peut pas encore dire, mais cela donne le point de vue de ce qui est arrivé à une mère. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je le sais, en rétrospective, que pendant 2 heures, ils ont été dans les buissons quand ils se sont enfuis de la salle sécurisée. Et ils ont vu tout ce qui se passait en direct. Ils étaient là, cachés, ils ont tout vu. Ils ont vu la foule des Hamas qui entraient, les enfants, les vieux et les gens de Gaza qui sont rentrés.
et qui venaient pour brûler des maisons. Ils ont entendu les tirs, ils ont vu des cadavres, ils ont entendu des hurlements. Bref, ils ont vécu cet événement, ils en ont été témoins. Et ce livre est en fait un livre de témoignage. C'est un livre de témoignage qui vient raconter cette horreur qui est arrivée, cette atrocité que nous avons vécue. Il est là, ce livre, pour choquer le monde, pour hurler SOS, au secours. Ceci est encore en cours. Comment est-ce que c'est possible que l'on rentre dans des maisons de civils innocents et qu'on enlève et qu'on assassine et qu'on viole des bébés, des enfants, des vieillards, des femmes, des hommes? Et ça continue, ils sont encore là-bas. Il y en a au moins 120 qui sont encore là-bas. Et depuis presque 9 mois maintenant, 9 mois, pas 1 ou 2 jours. On ne sait même pas qui a survécu, qui survit. Et je dois dire que je viens chez I24 parce que mes enfants m'ont raconté que c'est cette chaîne qu'ils ont vue quand ils étaient là-bas à Gaza, quand ils étaient otages. Et ils m'ont vu parler là-bas sur la place. Et ça leur a donné de la force et de l'espoir. Ils m'ont vu me battre. Et je me suis dit, il faut que j'aille sur cette chaîne pour que Ofer et les autres otages voient qu'on n'a pas renoncé à eux et qu'on ne renoncera jamais à eux. C'est ça mon message. Jamais nous ne renoncerons. Nous continuerons à nous battre pour les faire rentrer à la maison et en sécurité dans un accord. Il y a un accord qui est en cours et qu'on débat, proposé par Biden et Netanyahou. Il faut absolument le signer, cet accord, pour les ramener enfin chez eux, pour terminer cette tragédie atroce. C'est pour ça que je suis là. Alors, c'est bien que vous l'ayez raconté, vous, parce que la dernière fois, vous n'aviez pas osé le raconter, que votre fils, je crois que c'est votre fils, avait dessiné le logo de la chaîne I24 parce qu'il regardait ça pendant qu'il était détenu par le Hamas. C'est quelque chose que vous m'aviez raconté. À l'époque, vous ne vouliez pas le raconter, et là, vous l'avez raconté de vous-même aujourd'hui, que effectivement vos enfants regardaient I24. C'est comme ça qu'ils étaient informés de ce qui se passait en Israël, parce que le Hamas, là-bas, regardait. C'est une curiosité, on n'a évidemment aucun rôle là-dedans, évidemment. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, ou est-ce que c'est encore trop tôt, vous avez retrouvé vos enfants aujourd'hui, là, après ce qu'ils ont vécu, vous les avez retrouvés aujourd'hui, ou vraiment, il y a encore beaucoup de chemin à faire? On a encore un long chemin à faire, très long. Ils ont vécu un tremblement de terre, un séisme. Ils ont vécu un choc très important. Et tout ce sentiment de sécurité basique d'un enfant a été détruit. Ils ont vu des choses que des enfants ne devraient jamais voir. Ils ont vécu un événement qui restera toujours avec eux. C'est une cicatrice indélébile. Bien sûr qu'aujourd'hui, ils sont soignés, ils sont soutenus, mais ça n'est pas simple. Encore une fois, ça n'est pas qu'il y a eu un événement, il est terminé, et maintenant on le regarde. Mais ça n'est pas terminé, ça continue encore et encore. Nous sommes dans l'incertitude, nous sommes dans la terreur. Quand est-ce que ça va se terminer, mes enfants se languissent de leur papa, ont peur pour lui, ils ont peur de ne plus le revoir, ils rêvent de lui la nuit, ils rêvent qu'ils l'embrassent, qu'ils le prennent dans leurs bras, qu'ils rient avec lui, et ils se réveillent à nouveau dans cette réalité terrible que nous vivons. Et encore une fois, quand je leur dis tout va bien, ils ne me croient pas, ils me disent maman, regarde ce qui s'est passé. Moi, comme maman, vous comprenez, je n'ai plus l'autorité. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Que tout va bien? Que le monde est bon? Ben non. Le monde, ils le savent très bien. C'est un monde cruel. Et c'est très, très dur. C'est très dur de leur permettre de prendre confiance, d'avoir un nouveau espoir. Pas seulement eux comme enfants, moi aussi j'ai perdu la foi. Nous avons été trahis et abandonnés, et nous sommes encore abandonnés à chaque instant. Et chaque instant, chaque seconde où notre gouvernement et où le monde traîne et n'aide pas à faire pression pour signer un accord et pour les faire sortir, eh bien, en fait, on les tue. À chaque instant, on les poignarde. Ils sont en fait
au bord de la mort à chaque instant et ils sont abandonnés à leur sort. Il y a peu de temps qu'on a entendu que 4 personnes de mon kibbutz, des personnes âgées de mon kibbutz qui ont consacré leur vie à faire fleurir le désert du Negev. On vivait sur la frontière. Ils se sont battus dans toutes les guerres d'Israël, des gens, des pères de famille avec des enfants, des petits-enfants, des gens pacifiques et pacifistes qui se sont battus pour la paix toute leur vie. Et ils ont été assassinés. Voilà ce qu'on a appris. Ils ne sont plus là. C'est tellement horrible de mourir comme ça. C'est tellement cruel. C'est tellement déshonorant. Et le monde se tait. Pas seulement le monde se tait. Le monde lutte contre nous et oublie ce qui s'est passé le 7 octobre. Le monde a oublié. Tout l'antisémitisme qui monte, tout le pro-palestinisme. Les gens oublient quel événement inhumain, monstrueux, qui va à l'encontre de toute humanité possible est arrivé. Et donc, mon livre, c'est un livre historique en fait, qui raconte un événement qu'on ne doit pas oublier. D'abord, on ne doit pas oublier parce que ça peut se répéter. Et pas seulement chez nous, mais partout dans le monde. Et le message est d'abord et avant tout, ouvrez les yeux. Faites attention, oui, ayez peur, oui, oui. Ça peut arriver partout et à chacun. Demain, c'est votre enfant ou votre père. Ça peut arriver à n'importe qui, à chaque instant et partout dans le monde. Et le monde doit se réveiller et nous soutenir pour que cela n'arrive plus. C'est pas comme la Shoah, c'est une Shoah. Et comme on parle de la Shoah, eh bien c'est la même chose. Sauf que pendant la Shoah, il n'y avait pas d'État, l'État d'Israël qui pouvait protéger sa population. C'est pour ça que cet État a été créé, pour protéger le peuple juif. Aujourd'hui, il y a un État. Et c'est un État qui ne les sauve pas, qui ne nous sauve pas. Et c'est affreux. C'est pas des soldats qui tombent au combat, c'est des civils innocents. Comme tout le monde le sait. Je n'ai même pas besoin de le répéter. Il faut préciser, vous parliez de votre famille qui a été évidemment brisée par ce qui s'est passé. Vous avez perdu votre mère, votre nièce qui ont été assassinées dans ce kibbutz Nir Oz dont vous parliez, qui était effectivement livré à lui-même ce jour-là, puisqu'il y avait des terroristes et des Palestiniens qui ont massacré, brûlé les maisons ce jour-là. Vos 2 enfants kidnappés et le père, donc, Ofer Calderon, qui est toujours otage aujourd'hui du Hamas à Gaza, au moment où l'on se parle. Et évidemment, il y en a d'autres avec lui. Merci à vous, beaucoup, évidemment. Hadas Jaoui Calderon, on remonte la couverture de votre livre en français. Ça s'adresse évidemment au public francophone. Vous allez le faire en anglais, je crois aussi, très rapidement. 52 jours sans eux, vous racontez cette expérience tellement traumatisante que vous avez vécue et ce combat que vous avez mené pour récupérer vos 2 enfants qui sont revenus. Merci, encore une fois d'être venu dans ce studio. Vous êtes conviés à lire ce livre et à soutenir de quelque manière que ce soit, ne pas renoncer et ne pas les oublier. Et je m'adresse au gouvernement français aussi. 2 citoyens français, nous sommes citoyens français. Ohad, Yahalomi et Ofer Calderon sont encore là-bas. Sauvez-les, faites-les sortir, faites tout ce qu'il faut pour nous aider, pour les aider. Ils sont citoyens français. Il ne faut pas l'oublier. Merci de votre témoignage et de ce combat que vous menez, Hadas, sans relâche. Merci beaucoup.